Bonjour à toutes et à tous. En effet, je suis la coordinatrice régionale donc, des équipes mobiles de psychiatrie précarité. Merci aux organisateurs de ce colloque pour m'avoir invité et me donner la parole pour vous présenter le réseau donc, de ces équipes en Nouvelle-Aquitaine. Rapidement, je vais vous présenter le réseau, quelques données d'activité. On se base sur le rapport d'activité 2023 parce que c'est toujours 1-1. La campagne 2024 n'a pas encore commencé, ça a commencé. Donc, pour vous donner la file active, faire un focus sur les patients allophones, le partenariat qui est très important, et donc un focus encore pour les chiffres importants de l'activité des EMPP néo-aquitaine. Puis les deux derniers points, donc j'ai parlé de la prise en compte des différentes formes de précarité dans les territoires et donc faire aussi une ouverture sur le hiatus qu'il y a entre les textes réglementaires et la pratique des EMPP. Alors, donc, en effet, nous avons 20 équipes EMPP en Nouvelle-Aquitaine, dont la moitié sont rattachées à des hôpitaux généraux et la moitié à des hôpitaux spécialisés, c'est-à-dire à des hôpitaux psychiatriques. Dans la région, nous avons donc minimum une EMPP par département. Et certains départements en ont 3, comme par exemple les Landes. Les Landes, c'est le mauvais exemple parce que il y en a en fait 2 et nous avons Mont-de-Marsan Est et Mont-de-Marsan Nord. Mais la Gironde, par exemple, ou la Charente-Maritime bénéficient de 3 EMPP. Voilà, d'autres départements comme la Vienne, la Haute-Vienne ont une seule équipe qui couvre tous les départements. En ce qui concerne la composition, le nombre de professionnels, donc on a une très grande diversité dans la région. Ça va de l'EMPP de Bordeaux qui est composé de 16 professionnels, donc pour 12 ETP, à donc une toute petite équipe de 3 professionnels. Qui ont des quotités très faibles, qui sont en plus sur des CMP très différents, voilà, 0,68 ETP, en sachant que la moyenne générale, c'est à peu près de 5 ETP par équipe. ETP, c'est équivalent temps plein. Voilà. Et on peut confronter ces chiffres avec les préconisations du cahier des charges qui est sorti en juin 2024, le cahier des charges des EMPP, et qui préconise, qui dit que pour avoir une EMPP, il faut un minimum d'un 0,2 médecin, psychiatre, un poste et demi de infirmier, un ETP psychologue et 0,2 secrétariat. Je n'ai pas mentionné en introduction parce que je me base sur le fait que j'imagine que tout le monde sait ce que c'est les EMPP et ce que sont les missions des EMPP. Bon, ce dispositif a été mentionné depuis le début du colloque aujourd'hui, presque dans toutes les interventions. Voilà, ces équipes ont été créées en 2005, mais en fait, elles existaient depuis le milieu des années 90 de façon informelle et la circulaire de 2025 vient préciser les choses, donner un cahier des charges et allouer des financements ciblés pour que ce type de dispositif puisse être créé sur tous les territoires en France. Et ce qui est important, avant de parler vous donner quelques données d'activité des EMPP, c'est de dire que les équipes mobiles psychiatrie précarité s'adressent en égale mesure au public précaire, donc éloigné des soins, en situation de renoncement aux soins, etc.,
ainsi que aux équipes de professionnels qui encadrent, donc aux équipes sociales qui encadrent ces publics dans les lieux d'hébergement ou dans les lieux où ces personnes sont amenées à se présenter. Voilà. Donc, en ce qui concerne les données d'activité, alors on a une file active, donc du coup en 2023, de 8372 patients. Mon graphique vous présente l'évolution de cette file active depuis 2015. Voilà, et donc c'est-à-dire que depuis 2022, cette file active a augmenté de 10%, mais depuis 2015, on voit bien que c'est 45% d'augmentation. Item très important, la part de nouveaux patients dans cette file active est de 44%. Ça nous dit que c'est une file active qui se renouvelle tous les ans et c'est en effet c'est la mission première des MPP d'aller vers de nouveaux patients. Voilà. On verra ensuite comment ça s'articule avec le fait de suivre aussi des anciens patients des fois où d'autres possibilités ne sont pas possibles, possibilités d'orientation. Un item important pour comprendre la spécificité de l'action des MPP, c'est le nombre de personnes qui ne sont pas comptabilisées dans la file active. En 2023, nous avons 1708 personnes. C'est un chiffre qu'il faut un tout petit peu diminuer parce qu'il y a une des équipes qui a comptabilisé plusieurs fois qui a fait une petite erreur de calcul. Donc c'est légèrement en dessous, certes, mais c'est pour dire, alors les personnes non comptabilisées dans la file active, ce sont des personnes pour lesquels le MPP a fait des actions, les MPP ont fait des actions, sont intervenus, mais qui n'ont pas donné, ces personnes n'ont pas donné leur accord pour la création d'un dossier patient. Donc, c'est de l'informel. Et en plus, c'est des personnes pour qui le processus où donc l'ALVR va se développer, où l'équipe d'infirmiers et de psychologues vont essayer d'accrocher ces personnes qui ne sont pas en demande de soins, qui sont donc en renoncement aux soins. Ce processus peut durer en effet et des fois des années. Et donc, en attendant la création d'un dossier patient, donc on parle de personnes et pas de patients, et de personnes non comptabilisées en l'occurrence. Je fais un focus sur les patients allophones et interprétariat. Oui, peut-être en disant juste, en faisant la petite remarque, il n'y a pas de comptabilisation pour des raisons éthiques de migrants comme tels. Donc, on parle de patients allophones, en sachant que les patients allophones peuvent très bien parler français et ne pas avoir besoin d'interprète, mais dans le logiciel de recueil d'activités pyramiques, ils sont considérés allophones parce que leur langue maternelle est autre que le français. Voilà, donc ça c'est important de fixer ça. Donc nous avons en Nouvelle-Aquitaine 1652 patients allophones, donc ce qui représente environ 20% de la file active globale. Il faut dire que bien sûr, ce pourcentage est plus important dans les centres urbains. Globalement, il est plus important dans les centres urbains que dans les EMPP qui interviennent plus en territoires ruraux. Et encore, c'est pas toujours vrai parce que, par exemple, l'EMPP de la Creuse, du fait qu'il y a des CADA implantés dans ce territoire qui est rural, eh bien, ils ont 35% de patientèle allophone migrante. Voilà, et oui, juste aussi pour dire que 20%, c'est certainement un chiffre
pareil, qui doit être, enfin, qui ne reflète pas suffisamment la réalité parce qu'il y a 4 équipes sur 20 qui ne renseignent pas cet item du fait de ne pas pouvoir comptabiliser les personnes allophones, dont 2 équipes, très grosses équipes de la région, qui sont un peu spécialisées dans les migrants, donc certainement que ce pourcentage est réellement, en réalité, beaucoup plus important. Donc 3313 actes d'interprétariat professionnel organisés, donc par les équipes ou par les partenaires, dont 69 reviennent à l'EMPP de Bordeaux. L'EMPP de Bordeaux qui a 75% de patients allophones donc dans sa file active. Et 1619 actes interprétariat par téléphone. Je profite pour dire que malheureusement le recours à l'interprétariat, alors que c'est quelque chose d'absolument indispensable pour assurer une prise en charge correcte et digne des patients ne parlant pas le français, mais ce recours à l'interprétariat est encore plus que problématique pour certaines équipes de la région. Donc j'espère qu'on va pouvoir travailler. Je profite que Erwan m'écoute avec attention. Je pense vraiment qu'il faut travailler à ça pour que les équipes ne puissent plus me faire remonter le fait que elles ne peuvent pas tout simplement accueillir les patients ou alors l'accueil avec Google Trad. Ça, pour moi, c'est impensable. Déjà, j'ai un peu de mal, mais bon, pareil, d'entendre qu'on fait un suivi psychologue avec ISM, qui est donc l'interprétariat par téléphone, et ce qui exclut absolument le fait de pouvoir construire une relation thérapeutique triangulaire qui a une valeur inestimable je ne vais pas dire dans l'efficacité du suivi, mais en tout cas dans le bénéfice que ça peut apporter à la personne. Voilà, alors sans interprétariat, c'est inconcevable. Donc, pour le partenariat, alors là, je vais dire un tout petit mot parce que du coup, on parle décloisonnement déjà entre le sanitaire et social, et Christophe Lagabriel vient de nous dire qu'il faut décloisonner encore plus. Ce qui est tout à fait, je pense, une bonne chose. Alors, en écoutant ça, je me suis dit que en fait, les EMPP, c'est vraiment déjà à la base un dispositif de décloisonnement parce que ces équipes ont été conçues comme une interface entre le sanitaire et le social. Et le partenariat, Pascal qui va parler derrière moi va nous dire, le partenariat c'est très important, c'est super important pour les EMPP, tant en amont qu'en aval. Donc on fait une petite distinction entre les acteurs de première ligne dont parle donc la circulaire, le cahier des charges, comme étant les structures un peu qui vont faire appel aux EMPP parce que leurs usagers ou les personnes qu'ils encadrent donc, ont des problématiques psychiques, personnes en situation de précarité bien sûr. Et ce n'est pas forcément les mêmes qui sont des partenaires, parce que dans les acteurs de première ligne, nous pouvons avoir des policiers, je ne sais pas, voilà, toutes sortes de structures, alors que les partenaires, ce sont vraiment les structures avec qui le MPP va avoir va travailler régulièrement. Et d'ailleurs, on préconise que des conventions soient signées des deux côtés. Alors, donc pour ce qui est des partenaires,
Donc, en amont de l'intervention de l'EMPP, bien sûr, c'est pour le repérage des problématiques. Je vous ai épargné les graphiques qui présentaient ça. Donc, j'ai résumé pour vous dire ce qui me paraît important et qui confirme ce que je viens de dire un peu sur le décloisonnement. C'est qu'à 55%, c'est ce qui amène qui orientent des gens vers le MPP, des personnes en souffrance psychique, ce sont les structures d'insertion, d'accompagnement des migrants et des services sociaux, donc c'est la sphère globalement du social, et uniquement 15%, c'est les partenaires psychiatriques, sanitaires, somatiques et médico-sociaux. Et en ce qui concerne l'aval, c'est-à-dire que vers qui les EMPP vont orienter quand elles vont pouvoir orienter leurs patients. Donc un quart à peu près de patients seront orientés vers des soins, c'est-à-dire soit CMP, soit ça sera une hospitalisation en psychiatrie, soit une prise en charge sanitaire. Donc 22%, un autre quart, un peu moins de patients orientés vers une prise en charge médico-sociale ou vers d'autres partenaires au dispositif. 20%, donc c'est des gens qui soit disparaissent, la plupart du temps c'est ça, c'est pas une fin de prise en charge de la part de l'EMPP sans relais, ça c'est... Je pense que c'est rarissime, c'est plutôt les gens qui s'en vont du jour au lendemain sans donner d'explication, sans rien. Et donc, si on pense que tout a été bien rempli, le rapport d'activité, on peut supposer que les 34% restants donc, on continue à être suivis par le MPP, il n'y a pas eu de relais passé. Donc, les chiffres importants de l'activité, je regarde la montre aussi, donc je reprends un peu le fait que c'est 20 équipes dans la région, les patients pris en charge. Donc, la caractéristique des MPP, bien sûr, c'est la mobilité, c'est bien dans le titre, équipe mobile. Donc, en tout, permanence, maraude, intervention sur signalement, et il me manque les visites à domicile, qui sont incluses aussi. Donc les MPP de la région ont 6 545 interventions en mobilité, 1370 partenaires, un chiffre qui a été multiplié par 2 depuis le rapport d'activité 2022, soit 68 partenaires par équipe, c'est assez énorme. Voilà, et donc là, on revient à cette deuxième casquette qu'ont les EMPP, c'est-à-dire la sensibilisation, l'explication, tout ce que les équipes vont faire à l'attention des acteurs de première ligne pour leur expliquer la spécificité de la santé mentale, leur donner leur éclairage clinique, etc. Donc, 166 demi-journées ont été réalisées à ce titre-là. On ne parle plus de formation. Avant, on disait les MPP font des formations. Depuis le cahier des charges 2024, nous devons parler plus de sensibilisation parce que les formations sont passées dans des missions complémentaires par rapport aux missions socles. Donc la sensibilisation des partenaires, c'est vraiment la mission socle. Et mission complémentaire, on va dire formation, qui suppose que déjà donc, les missions basiques ont été accomplies. Donc c'est quelque chose de plus poussé et il faut pouvoir se le permettre pour les MPP qui ont le temps, qui ont les moyens de le faire. Et donc pareil, toujours dans le volet vers les acteurs de première ligne, donc 2016 réunions avec les partenaires où ont été évoquées 2582 situations de patients. Voilà. Alors, un petit focus sur la prise en compte des différentes formes de précarité dans les territoires. En Nouvelle-Aquitaine, nous avons... alors, il faut vous dire, oui, en préambule, peut-être je vais dire que le rapport d'activité, qui est encore une fois un logiciel ministériel proposé aux équipes comme porteuses de missions d'intérêt général, prévoit comme territoire d'intervention donc l'urbain, le semi-urbain et le rural.
Et je sais, mon collègue coordinateur de l'E3PNA, Arnaud Ruby, me reprend toujours pour me dire que le semi-urbain n'existe pas. Enfin, c'est pas prévu par l'INSEE. Maintenant, on parle de 4 types de ruralité, etc. Voilà. Donc, du coup, j'ai posé la question dans mon réseau de coordinateurs régionaux parce qu'on a un groupe de travail au niveau de la DGOS. Et donc, on m'a répondu, enfin, le docteur Alain Mercuel, qui s'occupe de la coordination un peu des EMPP de l'Île-de-France, de la région Île-de-France, donc a défini ça, le semi-urbain, comme un secteur géographique comprenant de l'urbain en développement sur un territoire rural préexistant. Ça vaut ce que ça vaut. Mais ça donne quand même voilà, une compréhension de cet item. Donc, dans la région, nous avons 3 MPP qui n'interviennent que dans des centres très urbains, très urbains. Dans très urbains, il y a donc Bordeaux, il y a Bayonne et il y a Brive. Donc, la plupart des équipes, 12 MPP, interviennent sur des territoires semi-urbains. Je pense que la plupart du temps, par exemple, La Rochelle, le MPP de La Rochelle dit qu'elle coche la case semi-urbain. Je pense que ça veut dire un peu d'urbain, un peu voilà, à côté, un peu de territoires ruraux, mais voilà. Et dans le rural, on a 4 MPP aussi, donc, qui sont la Creuse justement, mais comme je disais, le paradoxe c'est que, enfin, c'est rural, mais il y a en même temps donc beaucoup de migrants parce qu'il y a des CADA. Donc on retrouve des caractéristiques un peu voilà, d'un fonctionnement un peu urbain. Et donc la Creuse, je crois, Lot-et-Garonne, et ça m'échappe. La précarité est très différente en fonction de ces territoires d'intervention. En effet, je pense que j'enfonce malheureusement des portes ouvertes, je pense, mais dans les centres urbains, nous avons bien sûr, donc du coup, les méthodes d'intervention des équipes sont très différentes aussi. Dans les centres urbains, nous avons des personnes à la rue qui sont accueillies dans des centres d'hébergement, bien sûr d'urgence, dans des institutions sociales, les grands désocialisés qui sont à la rue aussi. Donc du coup, là, nous allons avoir plus de permanence, comme de l'allée vert, bien sûr. Bon, l'allée vert, de toute façon, c'est partout. Donc, les équipes vont déployer des permanences chez les partenaires. Celles qui auront des locaux pourront recevoir des publics qui leur seront orientés par leurs partenaires, participeront beaucoup à des maraudes aussi avec d'autres services sociaux, avec le SAMI social d'habitude. Voilà. La précarité dans les... Alors, oui, donc vous aurez compris, dans les centres urbains, la précarité, c'est surtout les personnes sans logement. Dans les territoires ruraux et semi-ruraux, il y aura beaucoup de précarité sous le toit. Voilà. Donc, du coup, très peu de structures collectives. Là, le travail se fait comme dans les centres urbains, avec les acteurs sociaux, les MDS, les assistants sociaux qui vont remonter, qui vont signaler les situations très, très compliquées. Et on aura soit des permanences, des visites chez les partenaires par l'équipe, soit beaucoup de visites à domicile. Voilà, en faisant la mention que oui, les EMPP aussi qui interviennent comme ça en territoire ruraux ont des files actives beaucoup, enfin en baisse bien sûr par rapport aux centres urbains parce que tout simplement des fois elles sont obligées de faire des déplacements de kilomètres, beaucoup de kilomètres pour atteindre
atteindre leur public, ces personnes. Oui, voilà, j'ai mis les 6 facteurs du CREDES qui permettent d'étudier la précarité. Donc, dans les territoires ruraux, en dehors de ces 6 facteurs, il y a aussi, bien sûr, l'accès au transport qui peut déterminer, voilà, tout simplement, le fait de ne pas avoir accès à un transport va faire qu'on renonce tout simplement aux soins. Et donc, pour finir, j'ai noté 2 points pour dire que il y a toujours une différence entre le texte et la pratique. Donc, il ne s'agit pas de faire un jugement, d'émettre un jugement de valeur, mais constater et réfléchir. Donc, la circulaire de 2005, à la base, donc, parle de la nécessité d'intervenir. Donc, ces équipes sont créées pour intervenir auprès des personnes qui sont donc éloignées du soin et qui sont dans la non-demande et un renoncement aux soins. Alors, comme nous avons vu, les EMPP ont de plus en plus un public migrant qui est très précaire et qui apporte quand même une évolution à cette notion de non-demande parce que très souvent, c'est un public qui est en demande. Voilà. Donc du coup, ça permet de tempérer un peu cette notion. Par contre, on a toujours la non-demande par exemple des publics précaires en ruralité ou des grands désocialisés. Là, on a toujours tout un travail qui doit être effectué par l'équipe, ne serait-ce que pour accrocher les personnes, pour les faire admettre l'idée qu'il peut y avoir trouble, qu'il faudrait peut-être se soigner, etc. Et un deuxième point qui est vraiment majeur, c'est on peut s'interroger, enfin en tout cas constater que la pratique dépasse largement le rôle qui est attribué aux MPP d'être juste un dispositif passerelle qui va faire le lien, donc qui va du coup faire le lien entre cette non-demande en essayant de faire en sorte qu'elle devienne une demande, en tout cas parce qu'il y a besoin aussi et demande peut-être des partenaires sociaux donc le MPP qui doit être là que pour amener cette personne qui prendra conscience, qui voudra se faire soigner, l'amener aussi, donc le temps de faire cette jonction et ensuite on l'amène vers le droit commun, vers les CMP, vers d'autres structures de droit commun, surtout les CMP, parce qu'on est quand même en psychiatrie, donc c'est le secteur. Et la réalité montre que, je ne sais pas si vous avez fait attention, il n'y a que 11% sur toute la file active, 11% de patients qui sont orientés vers les CMP. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de volonté, c'est pour énormément de critères et une impossibilité des fois d'orienter vers les CMP. Les délais d'attente sont trop longs, donc pour avoir un rendez-vous en CMP, pendant ce délai d'attente, donc on risque de perdre la personne. Le refus des CMP de prendre en charge, certains, on veut pas, mais beaucoup de CMP qui ne veulent pas tout simplement des patients précaires qui loupent le rendez-vous. On parlait de taxes, taxes pour un peu pénaliser les personnes qui ne viennent pas au rendez-vous. Donc là, c'est une pénalisation, les CMP qui regardent, ah ben il ne s'est pas présenté une fois, hop, on ne le reprend pas. Donc ça, c'est vraiment la spécificité de nos patients précaires, donc on ne peut pas les pénaliser au risque qu'il y ait une nouvelle rupture qui se crée. Voilà. Ou alors manque de compétences au niveau du CMP pour la prise en charge des migrants, qui est un interprétariat, psychotrauma, etc., qui était un public... oui, Geneviève, ça veut dire il faut... Oui, oui. Donc le risque de rupture de soins et il y a aussi l'idée que le CMP prend en charge que la psychiatrie
lourde, sévère, et du coup, il laisse les EMPP s'occuper des troubles moins graves. Mais il y a aussi beaucoup d'autres arguments. Je ne vais pas m'attarder plus, je n'ai pas vraiment de conclusion. J'espère que Pascal en aura une. Ma conclusion, c'est le passage de relais. Pascal va nous présenter son intervention tout à fait originale et spécifique sur le territoire de Saujon, La Tremblade, Royan. Voilà. Donc, juste 2 mots. Pascal fait partie, il est infirmier, il fait partie de l'EMPP de Jonzac, mais donc il est tout seul sur son secteur. Il va nous expliquer ça. Merci Pascal. Bonjour, alors moi je me présente, je vais y aller vite parce que vous allez me faire une hypo autrement. Donc moi Pascal, 44 ans de diplôme, jeune infirmier, un parcours bizarre, un parcours atypique de l'humanitaire, 20 ans de service d'urgence, bloc opératoire et tout. Je suis tombé du mauvais côté de la force. Il y a 20 ans, je suis tombé en psychiatrie et j'y suis resté. Donc voilà, il y a 8 ans de ça, mon patron, le docteur Destayal, chef de service de psychiatrie, m'a dit on forme un EMPP. L'ARS a vu qu'il y avait des gens précaires en Charente-Maritime et on s'est investi dans la précarité. Donc mon patron m'a dit Pascal, il faut que tu ailles à Royan, mon bâton de maréchal, et je me suis arrivé à Royan avec une voiture, une 208 à l'époque. Alors les flèches, elle m'a dit hop, 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 ça doit être ça. Et la 208 n'était absolument pas adaptée à l'EMPP. Donc moi, j'ai une particularité, c'est de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Donc j'ai dit à l'ARS que ça allait pas, et l'ARS m'a félicité, parce que l'ARS m'a offert un camion. Voilà, l'intérieur de mon camion, c'est un camion avec lequel je travaille avec d'autres partenaires sociaux dedans. On fait des consultations dans le camion, et ce camion, il est très connu sur Royan. C'est le fameux camion OMPP. Au début, la première année, j'étais repéré par la brigade des stupéfiants, parce qu'avec ce camion, je distribuais en plus vous verrez, par la suite, j'ai une office de Carude, donc je distribue du matériel, et j'étais un peu repéré par les forces de l'ordre et tout, un peu compliqué. Ce camion, il a le droit de se garer partout. J'ai une autorisation en plus légale de me garer dans toute la ville de Royan, sur les trottoirs et tout, c'est ce que je fais régulièrement. Et vous allez voir, j'ai des grandes particularités. Alors, j'ai été créé il y a 7 ans sur le secteur de Royan, Saujon-la-Tremblade, sur un financement, comme je l'ai dit. Alors, le financement avait disparu, pour ne pas vous dire, 194 000 euros qui est donné par l'ARS à l'hôpital de Jonzac, et en 24 heures, les 194 000 euros ont disparu, et on les a retrouvés, parce que malheureusement, j'ai connu le financier de l'ARS, je lui ai demandé quand c'est qu'on crée le MPP, et le MPP m'a dit, mais on vous a versé l'argent. J'ai été voir à la direction, et comme par hasard, l'enveloppe est ressurgie, et en une semaine, j'ai été muté de l'hôpital psychiatrique de Jonzac dans ma voiture, c'était une 208 à l'époque, à Royan. Avec un bâton de maréchal, je ne savais absolument pas ce qu'était le MPP. Pour moi, le MPP, j'étais autodidacte. C'est-à-dire, je me suis fait mon EMPP à moi. J'ai téléphoné à La Rochelle, docteur de maison, qui était extraordinaire, qui m'a bien conseillé. J'ai un peu été sur Internet, voir à quoi ça servait un EMPP, parce qu'on m'a vraiment rien donné. Donc voilà, donc, je suis arrivé à Royan, je me suis amusé à aller voir tous les partenaires qui existaient à l'époque, assistante sociale, l'ADT, les CCAS, enfin tous les partenaires sociaux, police, gendarmerie et tout. Et ça s'est relativement bien passé, sachant que dans les 6 premiers mois que je suis arrivé, on m'a filé tous les services pourris, tous les dossiers pourris de la ville de Royan. C'est-à-dire tout ce que les CCS ne pouvaient pas gérer, tout ce que les DT ne pouvaient pas gérer, tous les patients en difficulté, en grande difficulté, tous les SDF alcooliques qui foutaient le bordel sur la ville de Royan. Et le maire de Royan, en plus ancien colonel, pour ne pas le citer, ne veut pas de précaires dans la ville de Royan. Ça n'existe pas à Royan, c'est une cité balnéaire, on n'a pas le droit d'avoir de SDF, on n'a pas le droit d'avoir des précaires. Donc, je me suis battu contre le maire un petit peu, mais ça a bien marché parce que maintenant, 8 ans après, on s'entend super bien. Donc, mon patron, il a divisé le MPP, il a divisé son sud du département en 3 EMPP. Ils ont fait une EMPP à Jonzac avec une infirmière et une psychologue, une EMPP à Jonzac avec un infirmier, et moi tout seul sur le nord du département pour moi. Je fais Royan, Saujon, La Tremblade. C'est c'est un gros, comme on dit, secteur pour moi. Mon matériel, voilà, un ordinateur à portable. Il n'y a que ça qui me sert. De toute façon, l'ordinateur, pourquoi? Parce que je suis connecté en permanence sur mon portable avec tous les fichiers médicaux. J'ai cette chance d'avoir les fichiers hospitaliers et les fichiers psychiatriques. Donc systématiquement, les nouvelles personnes que je vois, je vais interroger mon ordinateur et grâce à ça, je suis connectable. Et ça, c'est mon petit plus.
C'est quoi mon petit plus? Je me suis aperçu qu'on ne me connaissait pas. Et les premières années, je me suis amusé. Ça, c'est une photocopie de mon passeport, comme on dit. C'est un petit passeport pour eux. J'ai mis mon nom, mon prénom, mon adresse, un numéro de téléphone et mon mail. Et je distribue ça à tour de bras à tous les gens précaires de la ville de Royan, Saujon-la-Tremble, à tous ceux que je vois dans la rue, ceux qui font la manche, ceux qui sont précaires. Et c'est des petits flyers, j'en ai dans la poche, je les ai toujours avec moi parce que j'en distribue même quand je me balade le week-end, vous voyez. J'ai des petits flyers, ils sont jaunes ou ils sont verts. Pourquoi? Ben, ça me facilite parce que les forces de l'ordre maintenant de cette région, quand ils voient un petit flyer, parce qu'ils fouillent les gens, ils m'appellent. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, avec une collègue à moi, on a fait, alors plus de formation, une sensibilisation de la police municipale, police nationale. Malheureusement, je vais être obligé de faire la gendarmerie aussi, parce qu'ils ont appris que je faisais ça. Et ça leur a fait changer un petit peu leur façon de... Parce qu'à l'époque, quand je suis arrivé, les premières années, mes précaires, quand ils foutaient un peu le bazar dans la ville de Royan, on les tasait. Donc ils étaient tasés, emmenés par les pompiers à l'hôpital, et on m'appelait, je les voyais à l'hôpital, ils avaient pris un coup de taser. Après, ils nous ont dit c'est tous des schizophrènes. Les Korsakov et tout, c'était des schizophrènes. Je dis non, on leur a fait changer un petit peu leur façon de voir les choses. Et maintenant, ils m'appellent. C'est-à-dire, avant d'intervenir, souvent, je suis appelé sur le terrain par mon portable. Il dit, ouais, Pascal, alors mon surnom de la ville de Royan, pour ceux qui connaissent, c'est Pascal le grand frère. C'est vrai que j'ai vraiment le profil du même. Et il m'appelle comme ça, il me dit, allô, c'est Pascal le grand frère, j'ai besoin de toi sur une intervention. Et je viens. Eux, ils sont en arrière-plan, je vais essayer d'intervenir. Souvent, c'est des pathologies psychiatriques qui arrivent d'autres régions. Surtout en ce moment, j'appelle ça mes EMPP, mes saisonniers. Parce qu'on a tous les Parisiens qui arrivent sur Royan pour l'été, qui viennent passer leurs petites vacances pendant 2-3 mois pour faire la Manche, perturber un peu la ville de Royan, aux grand dames du maire, j'allais dire du colonel, mais c'est un peu le colonel. Donc voilà, moi je suis pris en deux parties, entre les forces de l'ordre, la mairie et le système médical. C'est un peu compliqué aussi. Ma mission, j'interviens, comme je vous disais, auprès du public en grande souffrance, en mettant un dispositif gratuit pour faciliter l'accès aux soins. J'informe, je soutiens les différents partenaires autour des questions de santé mentale. Les CCAS souvent m'appellent quand ils ont des dossiers un peu pourris pour me dire « Ouais Pascal, j'aimerais bien, on fait une synthèse sur tel dossier ». Donc je vais les voir et on essaye d'étudier le dossier et j'essaye de les ramener sur le soin psychiatrique, sachant que 90% souvent, c'est de la psychiatrie. On a de la psychiatrie et je développe le repérage des orientations en fonction des problématiques de chaque individu en collaboration avec les différents services publics, sociaux ou sanitaires. Ça, je le fais et j'ai la chance d'avoir un patron qui est extraordinaire parce que ça fait plus de 20 ans que je travaille avec lui. Il m'a laissé carrément le pouvoir de pouvoir prescrire. Donc, je prescris en attendant qu'il soit vu par un médecin psychiatre. Je prescris des fois la méthode Brunet. On a des infirmières qui sont formées à la méthode Brunet pour tout ce qui est psychotrauma. On a le MDR. Je suis en très grande collaboration avec le CMP. Je peux prescrire de l'équithérapie, de la balnéo. On a la chance d'avoir du surf-thérapie, de la boxe-thérapie. On a tout un tas de panels au niveau de Royan, au niveau du CMP. Et j'ai le droit de prescrire, c'est-à-dire que je téléphone à mes collègues, je dis voilà, j'ai une jeune femme ou un jeune homme qui a besoin d'être pris en charge corporellement en attendant qu'il voit le médecin psychiatre. Sachant que les délais d'attente chez le médecin psychiatre, nous, c'est entre 3 et 6 mois à peu près. Donc voilà, mais ça, je crois que d'a priori, les autres collègues, c'est un peu partout pareil. Mes actions, j'accompagne vers le soin les personnes et leurs familles, ça comme d'habitude. Les réunions de synthèse, comme je disais, on l'a fait pareil. Et actions auprès des professionnels et des bénévoles, oui, parce que je travaille aussi en collaboration avec Croix-Rouge, Secours catholique, Banque alimentaire et tout, où j'ai mes passe-droits, c'est-à-dire j'ai des lignes rouges, où si quelqu'un est à la rue et n'a pas à manger, un coup de téléphone et je me retrouve avec un panier d'urgence qui est livré. Donc j'ai un peu aussi j'ai de la chance d'avoir des autres collègues. À Royan, le problème qu'il y a eu à Royan, c'est que j'ai rien contre la politique. Mais ce maire-là, à Royan, il a interdit le CARUD. Le CARUD, il a interdit la fonction CARUD à Royan. Ils avaient un bus, ils venaient à des trucs, ça ne faisait pas bien pour sa ville, il l'a interdit. Donc, le CARUD, je ne sais pas s'ils se sont engueulés avec, ils ont carrément boycotté la ville de Royan. Donc, on m'a demandé si je pouvais faire... Alors, ce n'est pas dans mes missions, mais moi, je suis infirmier avant tout. J'ai dit, moi, je vais faire de la prévention. Donc, je me suis autoproclamé CARUD. C'est-à-dire que le CARUD de Saintes et de La Rochelle, puisque c'est le même CARUD, me donne des stéribox, les boîtes pour les aiguilles, me donne les boîtes à aiguilles, les préservatifs, les pipes à crack, les roules à paille pour se rouler les joints et tout. Donc, je distribue gratuitement au cul de mon camion. Alors, il y en a qui m'ont dit, c'est pas ton boulot. Mais d'un autre côté, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est aperçu que grâce à ça, j'ai pu rentrer en relation avec une partie de la population
qui, elles, ne me faisaient pas confiance. Ils ont mis à peu près 6 mois, les tox et les dealers, à me conseiller. Ils ont essayé de me faire des pièges, en me disant, tiens, à tel endroit, il y a tel trafic de drogue, pour voir si je travaillais avec les stupes. Le problème, c'est que oui, je travaille avec les stupes d'à côté, parce que aussi les mêmes dealers m'avertissent l'autre jour. On a été avertis il y a un mois, par exemple, qu'on avait de la cocaïne pure qui était arrivée sur Royan, et que cette cocaïne pure était versée en tant que cocaïne pure. Et c'est les propres dealers qui m'ont dit, Pascal, il faut que tu avertisses tes copains, on a de la cocaïne pure. On a arrêté la cocaïne pure au niveau médical. Donc j'ai une réelle confiance par les dealers, les toxicos. Et sur 1000, je veux dire, j'en ai peut-être 2 qui vont s'en sortir, parce que je travaille aussi avec une infirmière addictologue à l'hôpital de Royan. Et cette infirmière addictologue, à tout moment, je peux lui envoyer, et médecin addictologue, je peux lui envoyer aussi des patients qui veulent arrêter de boire, ça c'est très rare, et arrêter de se droguer, c'est rare aussi. Mes partenaires, ma copine La Passe. Alors depuis peu, je suis encore plus heureux, parce que j'ai une infirmière de La Passe qui vient faire des maraudes avec moi. On fait des maraudes à Saujon et à Royan. Tous les mercredis après-midi, on est chronicisé. On se fait même engueuler par les gens quand on n'est pas là. C'est-à-dire que là, je vais partir en vacances. Malheureusement, je ne suis pas remplacé. Je vais être obligé de les avertir parce que je me fais engueuler si je ne suis pas sur le terrain. Tous les mercredis, on a nos points de chute. J'arrive avec mon camion, il me le repère à 10 mètres. Il m'appelle en me disant « T'es où aujourd'hui ?» Et je viens avec ma collègue. Et je suis hyper content parce que le centre hospitalier de Royan, il marche dans le match parce qu'il a vu qu'on était quand même une bonne équipe. Il vient de nous offrir cette année une référente sociale à temps plein. Donc là, maintenant, les maraudes, on a aussi le côté social qui est un peu plus facile que d'envoyer les gens au CCAS, surtout les précaires, de les faire sortir pour les faire aller au CCAS. C'est très, très, très compliqué. Donc, depuis l'arrivée du Covid, c'est ça. Moi, le Covid, pour moi, ça a été génial. Ça n'a pas été génial pour les gens, ça a été génial pour moi. Parce qu'on s'est aperçu que tout le monde a été mis en isolement et on a oublié les SDF de ma ville. J'ai gueulé parce que pendant plus de 3 jours, ils n'avaient plus rien à manger, toutes les structures étaient fermées, et ils prenaient des amendes par les policiers à l'époque, parce qu'ils étaient dans la rue, qu'ils n'avaient pas à y être, ils ne savaient pas. Donc, j'ai pu intervenir auprès de la mairie. La mairie a accepté, et ils ont rouvert des banques alimentaires et tout, pour nourrir les précaires. Et tous mes précaires de la rue, alors ceux de la rue, mes précaires, ont été mis en en hôtellerie. On leur a payé des chambres. Alors après, c'est un budget gouvernement, je ne sais pas, ça ne m'a pas regardé, mais on a pu les mettre, grâce par les CCAS, on a pu les mettre dans des hôtels pendant toutes les périodes de confinement. Je faisais partie des rares pistonnés, pendant que vous étiez chez vous. Moi, à travailler dans la rue, c'était vachement bien. Il n'y avait personne, ça faisait... Royan, 100 personnes, 100 touristes, c'est génial, je peux vous le dire. Donc, on a mis en place une consultation avec un médecin. Parce que là, on a dit au médecin, maintenant, c'est bien, parce qu'à Royan, on a la passe qui se trouve à l'hôpital de Royan, où moi, je peux mettre les précaires dans mon camion, je les emmène ou aux urgences, où j'ai une très bonne collaboration avec les médecins urgentistes, ou alors je les emmène au médecin de la passe pour le renouvellement d'ordonnance et tout. Et le médecin, on lui a dit à un moment, il faut que tu te bouges tes fesses, tu vas venir maintenant à Saujon, parce que Saujon, c'est une ville à l'extérieur de Royan. Donc le CCAS de Saujon, grand partenaire avec nous, a dit, moi pas de problème Pascal, je te file un bureau. Donc ils nous ont offert un bureau avec une table d'examen de ce qu'il faut, et nous on a meublé un bureau, on a des consultations médicales sur la ville de Saujon. Et là, je suis en train de voir pour mettre prochainement les consultations médicales sur la ville de La Tremblade. Donc, depuis peu, on l'a créé, mais bon, la mairesse est en train de nous donner un local. Quelques chiffres depuis ma création. Ben, vous voyez, 257 en 2020, en 2024, 537. Alors moi, je ne parle pas de patients, je parle de dossiers. Parce que, comme on disait ma coordinatrice avant, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a des patients que je vois que 2 fois, et puis ils disparaissent. Mais j'ai quand même j'ai toute une traçabilité. Je me suis inventé mes fiches Primo, où il y a toute la traçabilité des patients. Et voilà. Donc, j'ai augmenté, pas parce que je suis meilleur, c'est parce que le réseau, chez moi, a explosé. C'est-à-dire que comme on a appris à me connaître, que je suis un sacré personnage en plus, donc tout le monde me téléphone maintenant. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un, un maire me téléphone, un adjoint au maire, une police, une gendarmerie, n'importe qui, ils me téléphonent tous quand il y a un cas qui est bizarre, qui sort de l'ordinaire. C'est le MPP. Alors je dis, c'est une MPP un peu particulière, pas dans la même théorie des EMPP bordelaises ou des grandes villes, La Rochelle et tout. Moi, je suis vraiment à l'opposé du système. Alors là, depuis 1 an, j'ai constaté que, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que mon réseau a augmenté, depuis 1 an, j'ai constaté que j'avais une nette augmentation des diogènes. Parce que les gens, ils ont commencé un petit peu à repérer les diogènes, ils sont un peu plus sensibilisés aux diogènes, et les diogènes sont arrivés. La semaine dernière, je vous ai fait des photos de la semaine dernière, c'est une dame de 57 ans, la maison, tout le monde la voudrait, elle est à 150 mètres de la plage de Royan.
Sauf que l'extérieur de la maison, c'est un super bâtiment et tout, ça ne se voit pas, c'est une ville balnéaire et tout, mais quand vous rentrez dans la maison, voilà que j'ai été confronté, c'est-à-dire pas d'odeur extérieure, et quand je suis rentré dans la maison, cette dame, pleine d'excréments aussi, tant qu'à faire, vivait seule, avec, vous allez voir quoi, donc j'ai fait quelques photos au passage, j'ai dit tiens, ça va, il y a les poules, vous voyez, on voit, il y a 2 poules dans l'appartement, il y a un chien, 3 chats, 2 poules, et je vous passe, alors je ne vous ai pas fait les sanitaires, parce que là on n'a pas mangé, et je ne vous ai pas fait la salle de bain non plus. Donc Diogène, en ce moment, chez moi, c'est très très compliqué, parce qu'on m'a dit que, non, je reviens avant, on m'a dit que l'ARS avait créé un secteur Diogène, mais le problème, c'est que vous avez beau leur téléphoner, si vous avez besoin de rien, vous les appelez. Donc c'est ça, on vous dit oui, on est au courant, parce que le Diogène, en fin de compte, c'est quoi? La catégorie en psychiatrie, on sait faire, prendre en charge les Diogènes. Le nettoyage, je sais faire, parce que maintenant, j'ai réussi à avoir autour de moi un groupe de nettoyage spécialité Diogène, des entreprises spécialisées. C'est en majorité du temps entre 1 500 et 2 500 euros. Le nettoyage de cette maison, j'ai fait faire un devis, je suis à 2 000 euros. Le problème, c'est que cette dame, elle est dans le social, c'est-à-dire elle a la ramasse, elle n'a pas de financement. Et l'ADT me dit, les instances sociales me disent, nous, on va faire des demandes de dons exceptionnelles, mais bon, ça reste, voilà. Et à l'heure actuelle, on est dans la galère, c'est que cette dame vit parmi ses déchets. Je n'ai pas les moyens de faire nettoyer, j'ai des équipes pour nettoyer, et à l'heure actuelle, le financement, je ne l'ai pas. Ce qui est un peu dommage, j'espère qu'un jour, on va réussir à trouver des systèmes. Donc cette dame, pour l'instant, je l'ai retirée de là. On l'a mis déjà à l'hôpital parce que ulcère variqueux sur les jambes, avec, je vous en passe, des vertes et des pas mûres, escar, ulcère variqueux. Donc je l'ai mis dans un système hospitalier. Et là, je suis en train d'essayer de me battre avec le système social pour pouvoir faire nettoyer la maison et trouver qui va payer. Et la dernière fois, sur une mairie, comme la mairie, c'est la mairie qui avait payé le dégagement de 30 mètres cubes d'ordures dans un appartement. Donc voilà. Donc là, je profitais de la réunion, mais ce n'était pas pour vous à l'origine le PowerPoint, c'était pour mes collègues quand je balance des trucs, parce que je veux pas les citer tout le monde, parce que j'ai toujours peur de me faire engueuler. Et puis, ceux qui connaissent, qui comprendront, c'est ceux qui me supportent. Parce que je peux vous dire que c'est très drôle, parce que le préfet de la Charente-Maritime maintenant me connaît, les sous-préfets me connaissent, parce qu'on a pu instaurer, j'ai demandé, oui, parce que je suis un sacré personnage, j'ai demandé avec Tremplin 17, je travaille avec Tremplin 17, et Tremplin 17, on a inventé tous les 3 mois une réunion à Royan qui se passe dans les locaux de Tremplin 17 ou de l'ADT ou du CCS. On a inventé une réunion où sont présents les forces de l'ordre, alors toutes les forces de l'ordre, gendarmerie, police, toutes les assistantes sociales et les CCAS de la CARA, ce qui équivaut à la communauté de communes partout ailleurs. Et on fait une réunion de partenariat et on met nos problèmes sur la table. Et souvent, on fait une réunion de sécurité où on parle des gens un peu difficiles dans les rues et dans les villes, des gens un petit peu psychologiquement dangereux, qui dérangent. J'ai un pervers sexuel qu'on connaît, qui est fiché, qu'on surveille un petit peu, parce que je suis EMPP, je suis infirmier, je fais office aussi de renseignement, parce que de temps en temps, lui, on le flique un petit peu, parce qu'on n'arrive pas à totalement, l'emmener vers les soins. Mais j'ai la chance, je vous dis, d'avoir un CMP extraordinaire, des CSAS, des assistantes sociales extraordinaires, un service hospitalier de Royan qui me suit à 300%, et la PASS, avec qui j'ai tous les médicaments et tout le matériel gratuit, et un patron qui me suit à 300%. Voilà, j'ai été rapide.